Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Bienvenue à votre magazine sur l'économie, les finances et la fiscalité, Ecofin Mag. Aujourd'hui, c'est un numéro spécial Ecofin Mag consacré à la matinée scientifique Doc et Juris avec comme thème 20 ans des réformes des lois, bilan, perspectives et développement de la RDC. La matinée Doc et Juris, la matinée scientifique Doc et Juris s'est tenue le 20 novembre dernier au Kempinski Fleuve Hotel Congo à Kinshasa. C'est parti pour le déroulé de cette matinée scientifique Doc et Juris au Fleuve Congo Hotel et on se retrouve juste après. Le Centre de recherche et d'études juridiques matinée scientifique CREG-MS en sigle, avec sa revue scientifique Doc et Juris, soutenue par le cabinet d'avocats d'affaires OVK Law Firm, ont organisé ce vendredi 21 novembre 2020 au Kempinski Fleuve Congo Hotel à Kinshasa une journée scientifique avec le thème 20 ans des réformes des lois, bilan, perspectives et développement de la RDC. Nombreuses réformes des lois de ces 20 dernières années ayant été exposées au cours de cette journée scientifique, Ecofin Mag s'est penché particulièrement sur celles en droit des affaires, notamment la réforme du droit des mines et des énergies, présentée par Maître Patrick Bondonga, avocat au barreau de Kinshasa-Gombe, cofondateur de OVK Law Firm. La libéralisation du secteur des assurances, présentée par Streli Chitenge, membre de Doc et Juris. Et la réforme de la sécurité sociale, présentée par Cédric Tombala, chargé de mission de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, CNSAP. La première partie de la journée était consacrée sur les questions de droit civil et de procédure judiciaire et la deuxième partie sur les questions de droit des affaires. Je crois qu'il faut commencer par rappeler, parce que cette réforme elle est récente, il faut commencer par rappeler la situation avant la réforme qui est intervenue en 2016. Alors, il y a un diagnostic qui a été fait avant 2012, c'est que les agents dans le secteur public étaient, dans le cadre de leur sécurité sociale, soumis à un régime dit octroyé, ça veut dire non contributif, dans une optique dévéridgène. Les agents publics ne cotisaient pas pour leur sécurité sociale, ni pour leur retraite, ni pour d'autres prestations comme les risques professionnels, ou d'autres prestations encore, les allocations en famille, ainsi de suite. Et donc, le système était octroyé. Au moment de la retraite, l'agent public était resté à charge de l'État employeur, qui lui versait, qui les basculait du statut d'actif au statut d'inactif, et qui lui versait une pension mensuelle, à charge du trésor public. Alors, le diagnostic fait en 2012, c'est qu'il y a un barème des pensions, en tout cas pour ce qui est de la retraite, qui était fixé en 2008. Mais en 2012, le constat est que ces barèmes n'est appliqué qu'à hauteur de 30%. Ça veut dire que la pension offerte aux agents publics n'était pas décente du tout. En conséquence, la retraite n'a pas été attrayante avec un tel système de couverture sociale, si bien qu'il y a eu très peu de mises à la retraite, en tout cas au cours de 2 dernières décennies, il y a eu très peu de mises à la retraite. La population des agents publics a connu un vieillissement important. Alors, à la faveur du programme d'action du gouvernement de 2012-2016, mais également de la stratégie révisée de la réforme de l'administration publique, le gouvernement a décidé de reformer ces systèmes octroyés pour les basculer vers un système contributif dans lequel l'agent public cotise, l'État employeur également cotise au profit de l'agent public. Donc il fallait, suivant l'ordonnancement juridique que j'ai rappelé, il fallait d'abord une loi qui institue le régime contributif obligatoire, parce que tous ces régimes de sécurité sociale, surtout concernant la retraite, sont en général le système obligatoire, parce que toutes les expériences à travers le monde de systèmes volontaires n'ont pas fonctionné pour un régime de base. Lorsqu'on veut mettre en place un régime de base, c'est un peu partout dans le monde le système obligatoire. Donc il faut une loi pour instituer le régime, et ensuite il fallait créer une caisse de retraite. Ça c'est pour les prestations de retraite, mais également le risque professionnel.
Mais le programme d'action du gouvernement prévoyait également de mettre en place une mutuelle de santé pour assurer des prestations de santé aux agents publics, ainsi que de revoir la politique salariale. On va y revenir. Alors, quel est les niveaux de mise en œuvre à ce jour? 15 juillet 2016, la loi numéro 16/013 portant statut des agents de carrière des services publics de l'État a été promulguée. Ce n'est pas une loi spécifique sur la sécurité sociale des agents publics. C'est une loi qui concerne la carrière des agents des carrières des services publics. Mais le législateur a profité de cette loi pour instituer en son article 121 un régime de sécurité sociale contributif obligatoire au profit de cette catégorie d'agents publics. Ça, c'est la première chose qui a été la première réforme menée, conformément à la vision telle que décrite, la vision du programme d'action du gouvernement 2012-2016. Alors, le régime institué, il fallait ensuite une caisse, donc un organisme de prévoyance sociale pour le gérer. Et le décret numéro 15/031 a été pris, créant la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, CNSAP en sigle, pour gérer ces nouveaux régimes contributifs obligatoires. Ce n'est plus un seul acteur qui a le monopole du domaine des assurances. C'est ouvert à tout le monde. C'est-à-dire que tout investisseur peut venir dans le secteur des assurances allègrement, sans pour autant subir des contraintes. En fait, on a ouvert le terrain à tout le monde. Aujourd'hui, non seulement sur le plan de la souscription de la police des assurances, mais aujourd'hui, je peux venir avec mes capitaux, investir dans le secteur des assurances, je crée de l'emploi, c'est important. Et aujourd'hui, il y a des entreprises un peu plus sérieuses. Comment je peux dire, les preneurs d'assurance ont le choix entre plusieurs compagnies. Avant, ce n'était que la SONAS, que les résultats soient bons ou pas, on reste là. Mais aujourd'hui, si je ne suis pas content d'Activa, je peux aller chez la société financière d'assurance. C'est un peu ça. C'est intéressant pour le pays, mais seulement la mise en application de la loi ne date pas vraiment. Alors il faudra qu'on laisse le temps et la maturation à cette loi-là afin que qu'on fasse un vrai état des lieux du secteur des assurances dans le pays. Parlons de choses. Aujourd'hui, avec la libération des assurances, cela veut dire que toute personne physique ou morale a le choix de choisir quelle société avec qui il veut souscrire pour une police d'assurance. Aujourd'hui, justement, la DGI oblige à toutes les nouvelles immatriculations de véhicules à souscrire à la police d'assurance véhicule de la SONAS. D'ailleurs, c'est quelque chose d'anticoncurrentiel. Comment voulez-vous qu'un secteur libéralisé, ouvert à la concurrence, mais on impose une entreprise rien que parce que celle-ci a un capital public? Plutôt donner la latitude à toute personne de choisir la police d'assurance qu'elle veut auprès du prestataire d'assurance de son choix. Ça, c'est anticoncurrentiel. C'est illégal. Mais seulement, vous savez tous comment se payer. Alors, justement, en même temps, pour revenir justement par rapport aux droits, qu'est-ce que la loi prévoit justement dans ce cas? Qu'est-ce que cette loi, aujourd'hui, par exemple, pour empêcher la DGI à continuer avec cette pratique, qu'est-ce que la loi prévoit? Quand on relève de tels cas, il faudra saisir les juridictions compétentes en la matière, les juridictions administratives, pour faire comprendre que c'est une décision illégale. Je ne peux pas être contraint à souscrire à une police d'assurance qui ne répond pas à mes aspirations logiques. Donc c'est un peu ça. Et pour finir, un mot par rapport à la journée d'aujourd'hui? Bon, par rapport à la journée d'aujourd'hui, c'était une journée riche d'expériences. En tout cas, comme l'a dit le modérateur général, j'en suis sorti moins ignorant qu'hier. J'ai beaucoup appris et je voudrais que ça soit quelque chose de périn et que ça se refasse de temps à autre, qu'on essaie un peu de faire un tour d'horizon sur notre droit. Parce que on dit en latin « ubi societas ubi ius ». Là où il y a la société, il y a forcément le droit. On doit savoir qu'est-ce qui nous régit, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. C'est la confrontation de ces deux tendances qui va nous donner des mesures qui nous permettront d'avancer. Après tous les exposés, se sont suivis les jeux de questions-réponses entre le public présent dans la salle et les panélistes. Nous poursuivons ce numéro spécial de Ecofin Mag consacré à la matinée scientifique d'Hockey Juris qui s'est tenue le 20 novembre 2011 dernier au campus Kilfeu Voltaire Congo. Nous avons parlé de la réforme
de la sécurité sociale. Nous avons parlé de la réforme sur les assurances et maintenant là, nous allons parler de la réforme sur les droits des mines et des énergies avec Maître Patrick, qui avait également exposé lors de la matinée sur la réforme sur le droit des mines et des énergies. Maître Patrick, bonjour. Bonjour Monsieur Adé et bienvenue dans notre petit sanctuaire du savoir juridique. Ok, merci. Maître Patrick, avant d'entrer dans le vif de votre exposé, pouvez-vous d'abord nous parler brièvement du déroulé de la journée du 20 de cette matinée d'Hoc et Juris sur les 20 ans des réformes, 20 ans de loi, 20 ans des réformes, sur l'organisation de cette journée ainsi que sur le déroulé de cette journée. Alors merci pour cette opportunité. Je réitère encore mes souhaits des bienvenus par rapport à votre émission que j'admire, que je profite en ce moment pour jeter des fleurs par rapport à ce que cette émission continue à faire comme preuve dans nos médias. Et la journée scientifique organisée par Hoc et Juris a été pour nous une opportunité de passer en revue les différentes réformes législatives qui ont eu lieu durant les 20 dernières années et bien sûr dans les domaines concernant particulièrement les droits civils et les droits des affaires. Parce que le Hoc et Juris est déjà un centre de recherche et d'édition de publications juridiques qui renferme bien sûr un certain nombre de scientifiques, des savants juridiques qui travaillent nuit et jour arrache-pied pour produire certaines études. Et à cette occasion, par rapport à l'occasion que nous avons pu organiser le 20 novembre 2020, nous avons essayé de passer en revue toutes les lois qui ont eu à être votées pendant ces 20 dernières années. Le législateur congolais a été très productif. Le pouvoir normatif a pu donner lieu à plusieurs lois. Et alors nous avons dû essayer de passer en revue toutes ces lois-là, chacun les unes après les autres, mais bien sûr avec des intervenants de qualité qui ont pu défiler devant la tribune qui a été levée à cette occasion au Kempinski Fleuve Congo Hotel. Et nous remercions déjà vous parce que vous avez également été là pour couvrir cet événement. Et alors, cette journée, nous l'avons scindée en deux, comme vous avez pu le remarquer. Il y a eu l'avant-midi des intervenants qui ont pu exposer sur les différents textes de loi concernant la matière de droit civil. Nous avons eu, par exemple, le professeur Tété Kabois qui a pu parler de rendez-vous manqués de droit de la famille. Nous avons également vu la question des référés qui a été abordée par le professeur Philo Dubois, le magistrat, le maître Philo, actuellement devenu magistrat à la Cour constitutionnelle. Et il y a eu le procès Wané, il y a eu également le procès Tassoki qui ont pu défiler. Voilà, de têtes pensantes, les savants en droit ont pu défiler pour aborder les différentes questions concernant les matières de droit civil qui ont fait l'objet de quelques réformes pendant les 20 dernières années. Et dans les après-midi, en cependant, nous avons eu plutôt à aborder les questions relatives aux matières économiques et la matière économique qui concerne particulièrement votre émission. Et c'est alors que nous avons pu aborder les questions relativement à la réforme sur les assurances, réforme sur la sécurité sociale, et même moi particulièrement, j'ai dû exposer, et même les questions plutôt de réformes concernant le pétentique, c'est-à-dire le droit numérique, et qui a été magistralement exposé par le professeur Kodjo. Et moi, j'ai eu l'opportunité d'exposer conjointement avec l'opérateur minier Yves Kabongo, que je salue, sur la question de réforme en droit des mines et des énergies. Difficile équilibre entre attractivité et redistribution. Et voilà, cet exposé a été magistralement particulièrement intéressant lorsque on a vu d'une part Yves exposer dans la dimension factuelle en tant qu'opérateur minier de tout ce qu'il y a comme constat dans le secteur de mines et la manière dont les opérateurs miniers ont répondu face aux différentes réformes qui ont été entreprises depuis les 20 dernières années. Et moi, à mon tour, j'ai eu à aborder les questions juridiques et la manière dont les lois ont également été prises. On a essayé de passer en revue dans les fonds
ce que le législateur congolais a pris comme mesure pour juguler les différents intérêts des acteurs qui interviennent dans le secteur des mines en République démocratique du Congo et dans le secteur de l'énergie. Voilà ce qui a été brièvement mon exposé. Ouais, nous poursuivons notre magazine Ecofin Mag. Là, Maître Patrick, nous rentrons vraiment dans le vif de votre exposé. Dites-nous maintenant, quel est l'apport de la nouvelle législation portant code minier comparé à l'ancienne législation? Quelles sont les réformes qu'apporte la loi de 2018 comparée à celle de 2002 ou à celle d'avant? Le constat a été que la législation minière de 1981 n'avait pas attiré beaucoup d'investissements et avait eu un impact négatif sur la production minière et sur les finances publiques. Et partant de ces constats et de ces bilans qui n'étaient pas très fameux, le Code minier de 2002 a prévu des procédures plus objectives pour l'accès aux activités minières. Et il a organisé renoncé au régime conventionnel, notamment. Bien sûr, il y avait certains titres miniers qui étaient sous la convention minière. Ils avaient le choix quand même parce que comme il y avait des clauses de stabilité dans les conventions minières, certains titres miniers ont été maintenus sous le régime de la convention, bien sûr en vertu du choix qui avait été opéré plutôt par les titulaires. Et en 2018, le législateur congolais est revenu encore sur la question parce que le constat effectivement qui a été fait lorsqu'on a analysé le code minier de 2002 soumis à l'épreuve du temps, le constat a été fait qu'effectivement ces codes avaient fait ses preuves en ce qui concerne le nombre de titres miniers et le nombre de titulaires. Étant donné que ces codes prenaient pratiquement un libéralisme presque total, qui quittait l'opacité qui caractérisait la législation minière de 1981, la procédure qui était beaucoup plus simplifiée a donné lieu à ce qu'il y ait un accroissement important du nombre de titulaires et les espaces, les périmètres qui ont été explorés, bon, pas explorés, mais au moins occupés par des titres miniers, ont pratiquement couvert l'ensemble du territoire. Et avec le cadastre minier qui a été institué avec le code minier de 2002. Mais seulement, il y a eu encore un constat avec le code minier de 2002, c'est le constat que l'État attendait avoir des recettes pour faire sa politique à travers, parce que vous savez que les ressources naturelles pour le Congo, c'est un atout majeur. Les ressources naturelles, particulièrement les ressources minières, le Congo fait partie de ce qu'on appelle le scandale géologique. Et si on doit parler aussi en termes de ressources énergétiques, on parle de gigantesques énergétiques. Mais le constat malheureux qui a quand même été fait en 2018, avec le code minier de 2018, c'est que les attentes de l'État, en termes de recettes publiques que l'État attendait de cette activité n'ont pas été au rendez-vous. Et ce qui a justifié qu'en 2018, il y a eu encore des réformes qui ont été entreprises, et ces réformes-là ont été plus pour concilier justement l'attractivité à l'accroissement des recettes, l'attractivité, la volonté d'attirer les investissements et l'objectif d'accroître les recettes de l'État. Il y a eu certaines innovations qui ont été apportées dans le code minier 2018. Il y a notamment la question de la participation de l'État dans les projets, dans les projets miniers en exploitation, qui a été relevé, qui au départ en 2002, il était prévu que pour les titulaires d'un permis d'exploitation, lorsqu'on sollicite un permis d'exploitation, on avait l'obligation de céder à l'État 5%, une cession sans charge financière et non diluable. Mais cette participation-là de l'État qui était de 5% a été relevée en 2018 à 10%. Il y a également des notions notamment qui ont pu être apportées, notamment la notion des mines distinctes, il y a la notion des substances minérales stratégiques, il y a la question de redevance minière qui a vu les taux qui lui est appliqué plutôt être un peu plus relevés. Et il y a eu plusieurs modifications. Bien sûr, la plupart des modifications que contient le code minier de 2018 ont pour objectif de voir les recettes de l'État puissent s'accroître.
Et c'est comme ça que vous allez même voir que dans ce qui concerne le régime d'échange qui prévoit notamment la possibilité pour les titulaires d'un droit minier d'ouvrir des comptes un compte principal à l'étranger pour recevoir les recettes d'exportation plutôt des substances minérales issues de leur exploitation. Et ces comptes-là, au départ, en 2002, il était prévu que pour résorber les problèmes notamment de liquidation de dettes extérieures ou d'achat plutôt à l'étranger, il était autorisé à un titulaire d'un permis d'exploitation de conserver dans son compte à l'étranger, dans ce compte principal à l'étranger, de conserver 60% de ses recettes d'exportation et de ramener dans son compte au Congo 40%, obligatoirement dans les 15 jours, bien sûr, de paiements reçus dans les comptes principaux à l'étranger. Mais cette clé de répartition-là, en 2018, a été modifiée et le législateur de 2018 a retenu que les titulaires de droits miniers, le titulaire d'un permis d'exploitation, avaient plutôt l'obligation de rapatrier 60% de ses recettes dans son compte au Congo et que 40% pouvaient demeurer dans les comptes à l'étranger, et avec même une obligation de ramener carrément 100% si déjà ils arrivent à une étape où ils ont déjà apuré toutes les dettes extérieures. Donc vous allez voir que l'esprit même de législateur de 2018, c'est de chercher à renforcer la capacité contributive pour que les recettes de l'État puissent davantage s'accroître, et ce qui fait qu'il y a eu beaucoup de modifications en 2018. Oui, Maître Patrick, nous continuons ce numéro spécial de notre magazine Ecofin Mag. Vous avez cité dans votre intervention qu'il y avait 3 acteurs. Il y avait les sociétés minières ou ces compagnies qui investissent dans les gisements miniers. Il y avait l'État et il y avait les populations environnantes ou les populations locales. Alors, particulièrement, nous devons savoir qu'est-ce que la nouvelle législation apporte vraiment comme avantage aux populations locales et qu'est-ce que cette nouvelle législation prévoit comme garantie pour que ces entreprises puissent également respecter ce qui est dû aux populations locales. Merci pour cette question. Déjà, je suis en noter, déjà en 2002, l'article 69 du code minier prévoyait parmi les conditions d'octroi, les documents qui devaient être produits par les demandeurs d'un permis d'exploitation, un rapport de consultation des communautés locales et de leurs représentants, et bien sûr, et puis un plan de contribution du projet au développement des communautés locales. Ça, c'était déjà ça ce qu'on appelle la notion de local content, c'est-à-dire que le contenu local, on doit avoir une préférence nationale. Il y a eu beaucoup d'évolutions en faveur des populations locales avec le Code minier de 2018. Alors, notamment, lorsque la question particulière de la notion de responsabilité sociétale des titulaires a été invoquée pour la première fois dans le Code minier de 2018. Et bien sûr, c'était des questions qui faisaient l'objet de débat. C'est déjà des questions dans le soft law. Ça fait déjà l'objet de plusieurs interventions, notamment en France. Je peux donner l'exemple, il y a une loi en France qui impose à ces sociétés qui opèrent dans des activités, même en dehors de la France, de respecter certaines obligations sociétales. Alors, mais dans le droit positif congolais, le droit positif minier particulièrement congolais, il y a la notion des responsabilités sociétales du titulaire a été invoquée en 2018, et cette notion-là est particulièrement exprimée à travers ce qu'on appelle l'obligation de contribuer au financement des projets de développement communautaire. C'est une obligation qui est imposée aux titulaires, alors qu'en 2002, cette obligation n'était plus que de participer dans le cadre d'un plan qui était consacré et repris dans l'étude d'impact environnemental. Mais en 2018, l'étude d'impact environnemental a été mutée. Ce n'est plus seulement l'étude d'impact environnemental, on parle maintenant d'étude d'impact environnemental et social. Donc c'est pour dire qu'il y a une dimension sociale qui intervient avec beaucoup plus d'acuité en 2018. Et ce qui fait qu'en 2018, on organise cette obligation-là de contribuer au financement des projets de développement communautaire. Et cette obligation-là est consignée dans ce qu'on appelle un cahier des charges qui est signé,
qui est signé entre les titulaires et les communautés locales, dans lesquelles on prévoit des projets et les mécanismes de réalisation des plans ou même de certains projets de développement communautaire. Et il y a même une contribution pratiquement qui est prévue à l'article 258 du code minier, 258 bis. C'est la dotation qu'on appelle la dotation pour contribution au projet de communauté locale, qui est de l'ordre de 0,3% du chiffre d'affaires, bien sûr, en franchise d'impôt, qui est imposé aux titulaires des droits d'un permis d'exploitation de donner comme participation au projet de développement des communautés. Donc, il y a une bonne part qui est réservée aux populations locales, aux populations environnementales, on peut dire qu'on considère comme population affectée par rapport au projet. Il y a les règlements miniers qui essaient de donner définition de ce qu'on peut entendre par population affectée par les projets, et ils donnent notamment des populations qui se retrouvent sur la route, notamment sur la route, les infrastructures, ou même là où on a construit l'usine. Donc il y a plusieurs cas comme ça qu'on peut, au regard des dispositions du règlement minier, qu'on peut considérer comme on est en face d'une population affectée et, par rapport au projet, un projet minier. Bien sûr, le législateur congolais a prévu des dispositions en faveur des populations et qui a pu se donner davantage, contrairement à ce qui avait été retenu en 2002 avec le code minier. Le code minier de 2018 a donné plus d'avantages aux populations locales. Je peux encore citer une ouverture, même dans l'actionnariat des sociétés minières en exploitation, où le code minier de 2010 a prévu que l'obligation pour les titulaires d'ouvrir l'actionnariat, du moins la participation, au moins à concurrence de 10% aux Congolais, aux personnes physiques de nationalité congolaise. Donc vous allez voir que c'est en ce qui concerne la notion de contenu local ou la préférence nationale, le code de 2018 a eu à connaître beaucoup d'avancées en faveur des populations locales, et qui permet qu'aujourd'hui on peut considérer qu'il y a une certaine, on peut dire qu'il y a un équilibre certain entre les intérêts en présence. Bon, bien sûr qu'aujourd'hui, les intérêts de titulaires ou des investisseurs ont été un peu amenuisés avec l'effort qui a été renforcé au niveau de l'État et au niveau des populations locales, mais peu importe que cela se passe ainsi. Mais il est vrai qu'à ce jour, on peut considérer qu'il y a un certain équilibre dans la prise en compte des intérêts en présence dans la législation minière congolaise qui est en vigueur. Voilà. Donc, en gros, si je dois parler en termes d'équilibre, l'équilibre est presque parfait actuellement, mais c'est vrai que c'est encore des équipes. On doit garder le pied sur terre, parce que c'est une activité où ça nécessite beaucoup d'investissement. On ne peut pas donner des choses, parce que la plupart des fois, lorsqu'on donne des droits aux populations locales et même à l'État, qui est l'État d'accueil, ce sont des droits qu'on reconnaît, mais pour la plupart des fois, c'est comme pour l'État, par exemple, c'est des droits de participation sans contrepartie financière et non diluables. Donc, ce sont des droits, bien sûr, qui les fondent sur le fait qu'il est propriétaire des gîtes de substances minérales. Mais une activité minière, c'est une activité qui demande beaucoup d'investissement. Le Congo a toujours été considéré comme un pays potentiellement riche, mais cette richesse-là ne peut être considérée comme réellement riche. Une richesse que lorsqu'il est mise en exergue, lorsqu'il est mise en évidence à travers les recherches, l'exploration et le développement des projets miniers qui transforment les richesses potentielles en richesses effectives. Donc, c'est une part d'investissement les investisseurs qui viennent prendre des risques dans des activités exploratives, extractives, des activités qui demandent énormément d'argent. Et bon, c'est tout à fait normal qu'il y ait cet équilibre-là qu'on essaie toujours de trouver, notamment des avantages qu'on reconnaît et qu'on attribue aux titulaires des droits miniers. Voilà. Ok, nous poursuivons Ecofin votre magazine sur l'économie et les finances. Maître Patrick, nous notons et nous comprenons qu'aujourd'hui, le nouveau code minier donne plus d'avantages à l'État, ce qui nous réjouit, et donne encore plus d'avantages aux populations locales ou aux populations autochtones de ces lieux où sont opérées ces exploitations minières. Et nous remarquons aussi que tous ces avantages qu'on octroie plus à l'État et plus aux populations locales sont puisés dans ce que les investisseurs gagnaient avant dans ces exploitations. Alors,
En voulant peut-être trop gagner, n'y a-t-il pas risque justement de décourager les investisseurs? N'y a-t-il pas risque que demain, après-demain, qu'on se retrouve avec moins d'investisseurs dans le secteur minier qu'il y en a aujourd'hui? Non, non, je ne pense pas. Parce que, en fait, il est vrai que le secteur minier, c'est un secteur stratégique pour le pays. Quand on dit secteur stratégique, c'est un secteur porteur. C'est-à-dire que les pays doivent trouver les solutions aux problèmes socio-économiques dans ce secteur-là. Ouais, mais le fait pour l'État de prendre de nouvelles dispositions qui accordent plus d'avantages aux populations locales et même à l'État, même si ces avantages sont puisés au détriment des intérêts des investisseurs, c'est bien sûr ça rentre dans le pouvoir normatif de l'État. L'État n'a que ça comme source pour faire sa politique. Et que, bon, je ne pense même pas que cela peut être interprété vraiment véritablement comme ainsi, parce que aujourd'hui, cela n'a pas empêché que les investisseurs aujourd'hui continuent à venir, parce que le Congo reste et demeure ce qu'on considère comme un scandale géologique. La teneur plutôt des minerais qu'on trouve au Congo paraît comme toujours intéressant, de sorte que faire les affaires au Congo, chercher à avoir un titre minier au Congo a toujours été une opportunité de faire de bonnes affaires pour les investisseurs. Bon, c'est vrai que dans l'amélioration du climat des affaires, on doit quand même rationaliser le comportement de l'État pour que, à chaque fois que les modifications de loi interviennent, cela ne puisse pas violer les droits acquis, notamment les cas qui a été invoqué particulièrement et qui a fait couler beaucoup d'encre de salive que nous avons évoqué précédemment, le cas de la garantie de stabilité qui a été modifiée avec une disposition un peu confuse, dans le sens qu'on dit que cette disposition est d'application immédiate. Et alors, dans l'esprit des secteurs congolais, lorsqu'on parle d'application immédiate, est-ce qu'on considère que cette disposition s'applique immédiatement et qu'on renonce à tous les droits acquis? C'est ça l'interprétation que bon nombre de personnes ont pu faire. Mais il y en a d'autres qui ont fait une autre lecture en disant que non. Lorsqu'on parle de disposition d'application immédiate, c'est que l'application ne peut pas rétroagir, c'est-à-dire la loi ne rétroagit pas, la loi commence à s'appliquer au moment où il est entré en vigueur, de sorte que les droits acquis antérieurs, c'est d'ailleurs ce qui est encore dans les débats, dans les différentes prises de position entre les groupes des investisseurs et l'État congolais, il y en a qui continuent à soutenir que bon, leurs droits acquis n'ont pas été ébranlés par les dispositions qui ont été votées, qui modifient la garantie la garantie légale de stabilité. Et ils ont continué à soutenir qu'ils maintiennent tous les droits acquis en vertu du Code minier de 2002, et que jusqu'aujourd'hui, la loi, bien sûr, cette loi qui est venue avec l'esprit de vouloir tout entrer en vigueur et de changer tout, n'a peut-être pas dans la formulation, donner la meilleure formulation qui pouvait s'imposer pour donner sans interprétation multiple une telle lecture de cette loi. Merci beaucoup, Maître Patrick, de nous avoir reçus. Nous arrivons à la fin de notre entrevue. Et un mot de la fin, un mot pour finir, sur également cette matinée scientifique Doc Juris qui s'est tenue le 20 novembre 2020 dernier au Campus Fleuve Congo Hôtel. Et aussi un mot peut-être pour finir par rapport à votre exposé. Merci. Si je dois avoir un mot de la fin, c'est que la journée scientifique a vécu et nous voulons qu'elle demeure pérenne. Nous allons ménager d'aucun effort pour que, au moins chaque année, qu'il y ait une journée scientifique comme ça qui va être organisée, qui va aborder les différentes questions de droit, tant sur le plan national, qui est peut-être des questions qui vont amener la participation de juristes venant de tous bords. Le savoir juridique, c'est ça notre arme de bataille. Nous allons rester dans ce domaine-là. C'est en fait notre domaine où nous naviguons, même au gré des vagues. Mais nous sommes là, nous allons rester pour amener le savoir juridique à atteindre le niveau, sinon qui va amener la lumière, qui va chasser l'ombre dans ce pays. Voilà, nous vous remercions également particulièrement vous
par rapport à votre invitation. Nous pensons que vous allez nous accompagner dans tous les programmes des dockers juristes qui vont suivre. Et ce n'est pas le dernier programme, il y en aura au cours de l'année certainement d'autres programmes beaucoup plus restreints. Mais le rendez-vous annuel, il y en aura toujours chaque année comme ça, où on va parler un peu en général, on va organiser des journées scientifiques qui va faire défiler les grands savants juridiques. Voilà. Merci. Merci à tous, c'était Ecofin Mag. Remerciements à toute l'équipe technique. À la caméra, nous avions Denis Mwakanzala qui était à la caméra. À la coordination, Trésor Kanda, Chris Mboma et Denis Mwakanzala étaient en montage. Merci à tous d'avoir suivi Ecofin Mag. Mathieu Ndolomingo était à l'assistance. Merci à tous. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de votre magazine sur l'économie, les finances et la fiscalité Ecofin Mag. Au revoir.